Salut à tous, bienvenue. Le mémorial de la Shoah, tout le monde connaît, le département qui s'occupe de la collecte des objets de mémoire, les photos notamment, peut-être moins, grâce au passage de Roselyne Bloch, mon invitée du jour, une occasion de faire le point sur ce département, comment faire pour donner ces objets de mémoire qui valent cher pour le cœur de nombreuses personnes. Nous sommes avec elle et c'est l'occasion d'en parler. On y va. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Roselyne Bloch, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes volontaire, on va dire, depuis votre retraite dans ce département, enfin, on peut dire au sein du mémorial de la Shoah, pour récolter ces objets de mémoire. Voilà, les récolter entre autres et après les indexer. Ah oui, ça c'est un gros travail. C'est le gros travail, Oui. C'est l'indexation, c'est le mettre sur les bases de données et en fait mettre l'information à disposition. De tous, c'est Oui. un peu l'objet. Alors pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur cette voie-là ? Alors d'abord, mon métier, je suis documentaliste, bibliothécaire documentaliste de formation. C'est un métier que j'ai aussi exercé en Israël et en France. Et donc, j'ai eu à une période de ma vie la possibilité de travailler pour chercher des photos pour le musée de l'Holocauste de New York. Et donc, ça a duré 3 ans. À côté de mes autres activités, je cherchais dans toute l'Europe des photos de cette époque. Vous aviez un savoir-faire, Je suis un peu une comment on dit, un précurseur de ce travail qui après s'est développé. Mais dans les années 80, il y avait beaucoup de fausses photos qui circulaient. Il y avait beaucoup des photos qui n'étaient pas légendées comme il faut. Et donc, évidemment, avec l'aide de Serge Klarsfeld, qui m'a beaucoup aidé à l'époque, je suis allée récolter notamment des fonds français. À la Bibliothèque nationale, il y avait des collections entières de photos qui n'intéressaient plus personne et que je suis allée dépioter jour par jour. On appelait ça à la Bibliothèque nationale, excusez-moi, les boîtes cercueils, parce que personne ne venait collecter. C'était toutes les photos qui avaient été faites par les agences de presse entre 1939 et 1945. Oui, alors c'est important de parler de date parce qu'en fait, les photos qui vous intéressent sont celles d'avant-guerre, jusque dans les années 60. Voilà, alors là, ce qu'on essaye de récolter au mémorial, évidemment que le mémorial de la Shoah, c'est tout ce qui a concerné la Shoah, mais c'est aussi l'idée d'avoir un endroit où on peut conserver les photos qui illustrent la vie des Juifs en Europe avant-guerre. Et en fait, et là où ils étaient, en Afrique du Nord, etc., la vie des communautés juives. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre ? Les enfants cachés, les gens qui ont continué à vivre, les EI pendant la guerre. Toutes ces photos-là, elles sont souvent dans les placards et les gens, après-guerre, ont fermé les placards et ne voulaient plus en entendre parler. Parfois pour en raconter pour leurs petits-enfants, parfois non. Et c'est dommage parce que ça existe aussi en Israël. Il y a des gens qui ont des tas de photos, des francophones notamment, qui ne savent pas quoi en faire soit parce que les grands-parents sont décédés, parce que aujourd'hui, ok, ils les gardent, mais ils se doutent bien que quand eux aussi vont disparaître, ça n'intéressera plus personne et c'est dommage de les... Absolument, et c'est pour ça que dans les donateurs, on a des gens d'Israël aussi. Et ça n'empêche pas de donner aussi à Yad Vashem, c'est pas une compétition, nous on a et vous avez pas, c'est savoir, et notamment pour les gens qui vivent en Israël mais qui ont été cachés pendant la guerre en France. De savoir que des chercheurs français, que des jeunes chercheurs historiens s'intéressent et retrouvent un peu l'illustration de ce que c'était la vie. Parce que c'est bien les historiens, mais l'histoire vécue par les gens, c'est aussi très important. Et une photo peut être aussi plus parlante qu'un long discours. Oui, et puis il ne faut pas oublier que ceux qui veulent garder leurs photos originales, c'est aussi possible parce que vous pouvez les scanner et rendre les originaux. Oui, bien sûr. C'est important. Il y a même des gens qui nous ont laissé scanner leurs photos et qui ont fait un papier comme quoi si personne dans la famille n'était intéressé après leur mort
qu'on nous les rapporte. Et qu'on vous les donne. Et qu'on les donne. Extraordinaire. Alors, ce qui est aussi passionnant, c'est que à force d'avoir collecté des photos, vous avez découvert des pans d'histoire inconnus. Incroyable. Alors, vous pouvez nous raconter pour qu'on se rende compte concrètement de ce que ça Je vais ça veut commencer dire. par quelque chose de très personnel. Très personnel, tout à fait. Quand en 2010 j'ai pris ma retraite, je suis allée au mémorial. Évidemment, je connaissais un peu les gens et j'ai rencontré Jacques Fred. Est-ce que ça vous intéresse que je vienne? Tapis rouge, bien sûr. Je parle hébreu, je parle français. J'ai travaillé dans le sujet, etc. Et je leur ai dit, laissez-moi un peu quelques heures que je me balade dans votre base de données pour savoir un peu ce qu'il y a. Je tape, je retape, je retape. Je tombe sur une photo magnifique d'une belle femme. Qui n'était pas légendée. Qui était légendée, mais il y avait marqué son nom, son prénom, Denise Flexner, déportée par le convoi. Je me dis, ce nom, ça me dit quelque chose. J'ai entendu mon père parler de ça. Et je me dis, mais d'où ça sort, cette photo? Donc, je vérifie auprès de mon grand frère, qui, lui, me dit, oui, c'était la nièce de notre grand-père. Elle était déportée avec ses 2 frères, son père, sa mère et notre grand-père. Alors, je vais dire un truc qui va vous sembler un peu... Mais sur le coup, je me suis dit, mon grand-père n'était pas tout seul. Il était vieux, hein, il avait plus de 70 ans. Et là, je découvre qu'en fait, dans le convoi, il était avec sa sœur, avec son beau-frère. Ça vous a rassuré? C'est idiot de dire ça, mais ça m'a fait... Bon. Et donc, j'ai commencé à dire au mémorial, mais dites-moi, qui a donné cette photo? Donc, on a ressorti. On me dit, Madame X, un bon nom, Goy, classique, à Grenoble. Mais comment? Mais de quoi? Donc, de nouveau, je rappelle mon frère à Lyon. J'ai un autre frère qui habite Lyon. Et j'ai dit, écoute, il faut qu'on retrouve cette dame. On a fait des recherches comme Sherlock Holmes. Cette dame, évidemment, était très âgée. Elle n'était plus dans son appartement. On a réussi à trouver une voisine qui nous a dit, elle est dans telle maison de retraite dans la banlieue de Grenoble. On a fini par l'appeler. Et cette dame a dit, ah, Denise, c'était ma collègue. Nous étions comptables à Paris, toutes les deux dans un bureau. Et un jour, au lieu d'aller manger, on est allés se faire photographier. On aurait dit des photos d'Harcourt. On est allés se faire photographier. Moi, j'ai pris sa photo. Elle a pris la mienne. Et après-guerre, on m'a dit que cette dame avait été déportée. Et j'ai trouvé que la photo, sa place, c'était pas dans mon placard, c'était au mémorial. Et c'est elle qui l'a envoyé, qui l'a mis sous enveloppe et qui l'a adressé au mémorial. Et ça vous a permis à vous de retrouver la photo de cette cousine. Voilà, cette cousine et de connaître un peu plus son histoire. Et l'histoire de votre grand-père aussi. Voilà pourquoi il faut envoyer. J'estime que si une dame Goy, elle a réussi à retrouver un nom mémorial de la Shoah là-bas dans son quartier, d'aller à la poste et d'envoyer en disant cette photo sera mieux chez vous que chez moi, alors la même chose pour les familles juives. Que vraiment le plus de gens sortent des placards les photos qui dorment. Et si on a encore des anciens, qu'on les légende, parce que le plus important, c'est de savoir qui était sur la photo. Alors, vous occupez des photos, mais il y a d'autres personnes, d'autres bénévoles qui s'occupent des objets. Oui, puis d'abord, il y a le staff. Bien sûr. Il y a la conservatrice, les conservateurs, toute l'équipe. Donc, on peut aussi envoyer les objets, c'est très important. Alors, envoyer les objets comme ça, non, mais un objet, ça a une histoire. Donc, il faut venir l'apporter. Ou alors, des fois, quand les gens ne peuvent pas se déplacer, je sais qu'il y a des membres du mémorial qui vont sur place pour récolter les documents. Alors, vous avez tellement aimé faire ce travail que ça a suscité des tas de questions, évidemment, toutes ces photos. Et vous avez participé à l'organisation d'un forum, le Forum des générations Shoah, on va dire ça comme ça. Pour la première fois en France. C'était une première complète. Une première. Et on s'est lancé là-dedans. D'abord, je vais vous dire une petite anecdote qui va vous faire rire, mais faire travailler 3 associations juives ensemble, c'est un miracle. Un miracle. On est fâchés, on était dans celle-là, on est allé dans l'autre, etc. On a réuni 57 associations. Les convois, les enfants cachés, l'OSE, toutes les grandes organisations juives. Ça n'avait jamais eu lieu? Jamais, jamais, jamais. Les scouts, la chômère, toutes les associations, tout le monde était réuni en disant il faut qu'on prépare tous ensemble. Et c'est venu d'Amérique, cette idée. Oui, parce qu'en Amérique, ça existe. Ça existe depuis 25 ans. L'idée, et vous allez le comprendre très vite, c'est insupportable pour les gens qui ont vécu la guerre de s'asseoir et de voir un historien qui leur raconte comment ça s'est passé. Les gens disent oui, mais moi. Et l'idée de ce forum, c'est que les gens racontent.
eux-mêmes. Et même des gens qui n'ont pas l'habitude de parler en général. Voilà. Surtout ceux qui n'ont jamais parlé. Et donc, ça a donné, si vous voulez, les gens sont venus. Les gens sont venus. On a refusé un monde fou. On a eu 650 personnes. Moi, je me suis dit, oh, les gens, la Shoah. Ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol. Et on a refusé des gens. Et en sortant, les gens nous ont dit, à quand la prochaine fois? Et l'idée, c'était... Alors, il y a eu quelques conférences quand même. Je vais vous donner quand même quelques lignes. Mais le plus important, c'était qu'en petits groupes, dans des petites salles, les gens s'assoient. Il y avait quelqu'un, évidemment, un modérateur pour passer la parole, etc. Au début, il y avait 2-3 intervenants qui lançaient, et après, les gens racontaient. Et il y avait une bienveillance, une écoute. Les gens laissaient parler les gens jusqu'au bout. On s'écoutait. Certains avaient sorti leur mouchoir, certains riaient. Il y avait, paraît-il, un groupe, moi je n'y étais pas, il y avait un groupe qui parlait des langues, de la culture, de la cuisine. Qu'on a hérité. Il y avait plein de choses. Puis il y avait aussi, par exemple, les enfants cachés. Ça, c'est assez intéressant. Est-ce que j'ai raconté? Est-ce que je n'ai pas raconté à mes enfants? Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est aussi une sorte de oui, en quoi, par exemple, mon art, ma culture. Il y avait Jean-Claude Grimbard, il y avait tous les grands réalisateurs, dessinateurs, auteurs qui étaient là et qui disaient effectivement en quoi je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, c'était par mon héritage que j'ai écrit telle pièce, que j'ai fait telle sculpture. Donc, franchement, les seules 3 grandes conférences qui ont eu lieu, c'était une qui s'appelait « Comment être juif après la Shoah ». Où il y avait le rabbin, notamment Olivier Kaufmann, qui est venu un petit peu replacer avec un très important la façon dont on peut ressentir ça. Il y avait une réunion qui était... là, il y avait je ne sais pas combien de personnes. Moi, je dirais qu'il y avait 250 personnes pour écouter Boris Cyrulnik, qui nous parlait de la transmission du traumatisme. Et donc, il racontait comment comment ça une passe femme enceinte, par exemple, transmet ou transmet pas à son bébé un traumatisme qu'elle a subi, etc. Et ça, c'était passionnant. Et la troisième, c'était la transmission par les arts. Et là, c'était vraiment, paraît-il, extraordinaire. Mais avec 650 personnes, c'était le maximum qu'on pouvait faire pour faire après des petits groupes. Donc une belle manifestation avec, vous aviez même la salle des Blancs Manteaux à notre disposition. Exactement, dans le quartier du Marais. Puis vous aviez... On a terminé là-bas avec un orchestre klezmer et de voir certains Nitzolé Shoah, des gens qui ont vécu la déportation à 94 ans. Ginette Kolinka qui dansait sur la musique klezmer, c'était extraordinaire. C'était quelque chose de spécial. Donc c'est pour ça qu'on voulait en parler, mettre l'accent bien sûr sur votre service, aussi des photos pour que vous puissiez les récupérer, mais aussi parler de cette première, un forum. À la fois le forum et à la fois la suite, c'est venez, il y a un jour par semaine, c'est sûrement l'information est sur le site. Un jour par semaine, vous pouvez venir avec vos documents et vous avez des bénévoles qui vous accueillent et qui prennent vos... On prend le temps. Moi, j'étais avec eux un peu partout en France, que ça soit à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. Vous allez vous déplacer aussi. On se déplace et des fois, les gens, on attend 2 heures et on prend son temps et les gens reprennent leur respiration, un petit café, un petit gâteau et on repart et on raconte. Et c'est très important. En tout cas, bravo à vous. Continuez bien votre travail de bénévole au sein de cette belle institution. Merci beaucoup d'être venu et à très bientôt. De rien. Au revoir. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.